Bonjour Orla. Alors, je vais allumer mon micro. Bonjour tout le Oui, monde. Bonjour à tous et à toutes. merci, bonjour. Donc ce matin, avant que tu arrives, quand on était en préambule, j'ai fait une rapide présentation. Je te laisse évidemment te présenter et repréciser aux collègues. Et puis la parole est à toi. Merci beaucoup de ta présence en tout cas. Ça marche. Merci beaucoup à vous de nous avoir invités pour présenter notre travail, surtout après Nicolas Cadenne. Donc, ce sera avec humilité. J'ai préparé une petite présentation PowerPoint parce que je pensais que ce serait plus simple pour vous. Est-ce que je peux partager mon écran? Alors, est-ce que tout le monde, est-ce que ça fonctionne? Oui? Oui, on voit, Super. je vais mis ton image en grand, donc je vais laisser pour sur la présentation qu'on voit en plus grand. Super, merci beaucoup. Du coup, je vais commencer par me présenter peut-être, et ensuite vous parler un petit peu de l'association Enquête et vous présenter notre outil principal, parler un petit peu justement de ce positionnement qui va vous permettre, c'est intéressant d'entendre vos questions pour Monsieur Cadenne, et comme ça, peut-être vous proposer des petites billes pour répondre à certaines de vos interrogations, notamment à comment vous parlez en fait de la laïcité et des faits religieux avec les enfants. Et enfin, je vous ferai une brève présentation de nos autres outils. Donc, de mon côté, moi, je m'appelle Orla Idi et je suis adjointe au projet pédagogique et à la formation pour l'association Enquête. Je tiens tout de même à dire que je ne suis pas spécialiste des différents régimes de gestion du religieux dans vos différents pays d'implantation. Moi, je vais surtout pouvoir vous amener des éléments pédagogiques de positionnement pour parler, faire une éducation à la laïcité en passant par l'enseignement des faits religieux avec les enfants. Voilà, je vais surtout vous donner des éléments de posture. Donc, si je commence par présenter Enquête, c'est une association qui est créée en 2010 et on a eu l'agrément du ministère de l'Éducation nationale en 2015. Donc, nous, notre activité, elle se centre autour de la création d'outils ludopédagogiques qui sont basés sur des recherches en sciences sociales. Donc, on est plusieurs à avoir un profil de chercheurs et chercheuses en sciences sociales à l'association. Donc, ces outils sont à destination d'éducateurs, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait travailler avec le péri, l'extrascolaire, l'éducation populaire et depuis plusieurs années, on travaille aussi avec l'éducation nationale et donc avec les enseignants. Et en fait, suite à la création de ces outils, on propose également des formations pour que les personnels éducatifs puissent les prendre en main. Et depuis peu aussi, on faisait principalement de la formation d'enseignants et maintenant on fait de la formation de formateurs. Donc on propose aussi des formations pour les conseillers pédagogiques de circonscription pour qu'ils puissent prendre en main nos outils et proposer en fait ce positionnement aux enseignants. Donc, nous, on a une cible prioritaire, c'est les enfants de 8 à 11 ans, le cycle 3. C'est une cible qu'on a choisie parce que c'est des enfants qui sont très intéressés par ces sujets et c'est aussi à cet âge-là, en fait, qu'ils commencent à se poser beaucoup de questions et d'avoir, en fait, la capacité à conceptualiser et donc d'avoir du répondant et d'avoir un réel débat avec nous quand on leur renvoie des questions, en fait, sur ces éléments. Donc, c'est aussi une tranche d'âge qui est pas encore dans l'opposition adolescente aux adultes. Et donc, c'est encore un âge où il est possible justement d'avoir ces discussions très intéressantes avec eux. Et enfin, en fait, au premier degré, ce qui est très intéressant de notre côté, c'est qu'on peut s'appuyer sur l'interdisciplinarité. Donc, si vous voyez en bas à droite de l'écran, c'est l'outil Labre à défi que je vais vous présenter prochainement. C'est une approche interdisciplinaire pour parler en fait de manière neutre des faits religieux avec les enfants, pour que, in fine, en fait, ils comprennent l'intérêt de la laïcité. Voilà. Donc nous, on propose des objectifs pédagogiques qu'il est possible en fait on espère, pour plusieurs personnes avec qui peuvent avoir des conceptions différentes de la laïcité, mais qu'il est possible en fait pour les enseignants de partager. Donc nous, on défend réellement un cadre apaisé pour parler de ces sujets. Donc en fait, le fait de passer par le jeu, ça crée un cadre circonscrit pour que les enfants puissent se sentir libres de parler de ces sujets. Donc ça crée réellement un cadre et on prône aussi le fait de parler de ces sujets en amont des crises. En fait, de faire le travail de l'arbre à défi avant qu'il y ait des problèmes, entre guillemets, pour permettre en fait aux enfants d'avoir déjà des bases de discussion lorsque
il peut y avoir, par exemple, la présence des faits religieux dans les médias qui peuvent être difficiles à entendre pour les enfants et en fait, qu'ils puissent avoir des bases en fait, pour en discuter lorsque ces éléments-là arrivent dans leur vie. Donc, le cadre apaisé aussi, ça contribue à ce que les enfants ils développent un rapport réfléchi au religieux. Et en fait, tout au long du jeu, et dans tous nos outils, on cherche à développer l'esprit critique des enfants face à ces sujets. Donc, ça passe par plusieurs éléments. Il y a un grand travail de distinction entre le savoir et le croire. Donc, tous nos outils sont construits sur cette distinction-là. Donc, il y a des choses qui sont partageables par tous, qui font partie du savoir, qui ont des démarches historiques et scientifiques. Et il y a des choses qui relèvent du personnel, de l'intime. Et ça, ce sont les choses sur lesquelles on va pouvoir se forger notre propre avis parce que ce sont des choses qu'il est impossible de vérifier par des méthodes scientifiques ou historiques. Et ça, notamment la question de Dieu. Et je vous présenterai cette séance plus en détail avec une carte mentale aussi qu'on construit avec eux pour que vous ayez une petite idée de ce à quoi ça peut ressembler. Donc, le rapport réfléchi passe aussi par la pluralité des convictions. Donc, on va présenter la pluralité des convictions aux enfants, c'est-à-dire à la fois parler des convictions religieuses, mais aussi des convictions non religieuses, donc c'est-à-dire athées et agnostiques. Donc, ça, c'est en fait ce qu'évoquait M. Cadenne sur le fait en fait de présenter les différents courants de pensée et de discuter de ça avec les élèves pour qu'ils apprennent en fait, qu'ils aient une culture générale sur ces sujets. Donc, et on passe enfin par la diversité interne. Donc, autant il y a une diversité des convictions et en fait, au sein de chacune d'entre elles, il y a pas une seule manière en fait d'être athée, pas une seule manière d'être juif, pas une seule manière d'être musulman. Donc, il y a forcément une diversité des convictions au sein de chacune de ces convictions. Et en fait, ce cadre apaisé, ce rapport réfléchi, il contribue en fait à faire adhérer à la laïcité aux enfants. Donc, on parle à hauteur d'enfant dans des termes qui sont entendables par les cycles 3. Et en fait, c'est de les faire comprendre que la laïcité, c'est pas seulement une série d'interdictions. Ça va au-delà. En fait, la laïcité, elle garantit deux libertés principales, la liberté de conscience et la liberté de culte. Et en fait, qui fait en fait un espace pour chaque conviction et la liberté de chacun et de chacune. Voilà, donc ça, c'est nos objectifs pédagogiques dans leur grande ligne. Et ça, ils seront développés dans tous nos outils. Et là, je vais vous présenter un peu plus en détail l'arbre à défis. Donc ça, c'est notre outil principal. Excuse-moi, je coupe la parole juste une seconde. C'est sur ton diaporama, tu peux masquer la petite barre qui est en bas. Ah oui, je vois. Je pensais que c'était que moi qui la voyais. Voilà. Pardon. Merci. Excuse-moi, je laisse continuer. Non, je vous en prie. Merci beaucoup de m'avoir dit. Donc ça, c'est l'arbre à défis. C'est notre outil principal et c'est l'outil phare en fait pour le scolaire. Donc c'est un outil qu'on a créé en 2014 et qui a été repris et peaufiné suite à une thèse de doctorat sur les pratiques enseignantes autour de l'éducation à la laïcité par les enseignants de cycle 3. Et c'est une de mes collègues, Lola Petit, qui a écrit cette thèse de doctorat. Donc, c'est une entrée par l'éducation morale et civique qui investit l'interdisciplinaire. Donc, il y aura du travail de français, d'expression orale. On travaille aussi l'écrit, la lecture, la compréhension de texte. Et il y a aussi des éléments de science et d'histoire qu'on va pouvoir travailler avec cet outil. Donc, c'est une programmation en 12 séances. Donc, ça tient sur un trimestre. Et c'est accompagné d'un guide pédagogique pour vraiment accompagner les enseignants pas à pas, à la fois dans le positionnement et dans comment ils mènent la séance, quelles questions poser à quel moment. Et l'arbre à défi représente aussi, c'est aussi un outil d'auto-formation pour les enseignants. Donc, par exemple, on l'a déjà proposé à des collègues de maternelle, bien que les textes ne pourront pas être pris en main par les enfants de maternelle. C'est un outil que les enseignants peuvent utiliser pour avoir des connaissances solides sur, par exemple, différentes fêtes, différents courants religieux. Voilà, pour aussi un outil pour avoir des éléments de réponse à apporter aux enfants à leurs questions. Voilà. Donc, je vais vous présenter un petit peu en détail le fonctionnement du jeu. Et ensuite, je vous présenterai la programmation rapidement et on ira un peu plus en détail dans des séances intéressantes pour que vous ayez une petite idée des éléments qu'on peut traiter avec le jeu. Donc, le jeu, il s'organise
par défi. Donc, les enfants, ils sont en équipe de 6 dans la classe. Et en fait, au fur et à mesure qu'ils gagnent des points, ils construisent l'arbre que vous voyez en haut à droite. Donc là, c'est un exemple d'arbre qui nous a été envoyé par un enseignant. Et pour chaque équipe, une couleur de feuille ou de fruit collée sur l'arbre. Et là, une petite photo des enfants qui collent leurs pièces. Donc ça, c'est le fonctionnement global. Et ça s'organise en 3 types de défis. Donc, on a les défis de la bonne définition. C'est un peu le jeu du dictionnaire. Donc, les enfants doivent essayer de définir le mot qu'il y a sur le devant de la carte. Et ils ont en fait un texte explicatif à l'arrière. Ils doivent proposer une bonne et 2 fausses définitions. Donc là, on travaille la rédaction de la définition. Qu'est-ce que c'est qu'une définition? Qu'est-ce qu'elle permet de faire? Voilà. Et c'est vraiment un travail de français, donc c'est très intéressant pour eux. Et là, le but, c'est de piéger les autres équipes. Donc, on essaye de jouer sur les jeux de mots, de jouer sur la finesse de la définition pour piéger les autres. Et on gagne des points si on arrive à piéger les autres. De l'autre côté, les équipes qui arrivent à deviner malgré tout la bonne définition, c'est elles qui remportent le point. Ensuite, on a les défis des mots inconnus. Donc ça, c'est un peu le jeu du tableau. Les enfants proposent une liste de mots. Là, le but, c'est vraiment de la coopération. C'est vraiment faire deviner le mot aux autres équipes. Et ensuite, on a les défis vrai ou faux. Donc ça, c'est des cartes qui peuvent être proposées par l'enseignant, qui peut lire le texte et ensuite proposer les questions, ou alors dans les équipes selon le niveau de lecture de la classe. Et en fait, nous, ce qu'on voit aussi avec la mise en place du jeu, c'est que les enseignants adaptent les défis. Il y a plusieurs niveaux de complexité dans lesquels on peut aller avec les enfants selon leur niveau, à la fois en compréhension de texte, d'expression orale. Voilà, il y a des adaptations qui sont possibles. Donc là, vous avez une petite idée de l'organisation du jeu, des défis. Et là, je vais vous présenter rapidement les thématiques qu'on travaille dans le jeu. Donc, la première séance, ce sera apprendre à différencier ce fameux savoir et croire. Et celle-là, ça va se faire par le biais en fait, d'une séance débat, un peu une séance débat philo. Donc, on construit une carte mentale avec les enfants. Et là, vous l'avez en exemple sur la carte. Et en fait, la carte va détailler les différentes phrases à leur proposer. Je vous présenterai vraiment en détail un peu plus loin. Donc, cette séance savoir et croire, elle est essentielle pour poser justement ce cadre apaisé. Et ça sera travaillé aussi tout au long du jeu, dans les synthèses et dans les résumés de séance à la fin. Ensuite, on a une partie sur la pluralité des convictions. Donc, découvrir en fait les différentes convictions qui existent, les différents rapports à la croyance que les personnes peuvent avoir. Ensuite, on a les séances sur la nationalité, l'origine et la conviction. Et en fait, apprendre à les différencier et voir que en fait, chacun est porteur de plusieurs identités, qu'elles se combinent sans s'annuler. Et donc que en fait, la laïcité permet à chacun de choisir la manière dont il ou elle se définit. Voilà. Donc, une fois avoir vu les convictions, voir comment en fait elles s'imbriquent dans le cadre laïque. Pardon. Est-ce que quelqu'un pose une question? J'aime le coup, mais pas. Pardon, j'entends pas votre question. Oui, c'est Elsie. Est-ce que tu pourrais... Voilà, c'est fait. Elle a coupé son micro. Ah, merci. Pardon, excusez-moi. Je vous en prie. Ensuite, après ces 3 séances un peu d'entrée en matière, on a une séance sur la compréhension de la laïcité. Et là, on va travailler la construction de la laïcité, sa construction dans le temps et ce qu'elle garantit aujourd'hui. Donc, les 2 libertés principales que j'ai évoquées, la liberté de conscience et la liberté de culte. Et tout ça à travers le jeu, en jouant. Ensuite, tout le reste de la programmation, en fait, elle est dédiée à la compréhension de la diversité interne. Donc, on va travailler les pratiques, les livres, les personnages, tout dans le but, en fait, à chaque fois dans l'objectif de faire comprendre aux enfants qu'il y a forcément une diversité interne, parce qu'en fait, c'est ça qui est le plus difficile pour eux à entendre. Souvent, ils sont assez au courant, par exemple, le cas de Auguste qui n'arrivait pas sa camarade qui n'arrivait pas à comprendre, qui ne croyait pas en Dieu. Voilà, parfois, l'enjeu dans les classes, c'est de faire comprendre aux enfants qu'il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu, et parfois, c'est l'inverse. J'ai eu les 2 cas, les deux ateliers différents, où, en fait, il faut présenter les différentes manières de croire et les différents rapports à la croyance et aux convictions.
Et ensuite, une fois que cela est fait, donc c'est quand même une entrée progressive en matière, on a toute une partie sur la diversité interne. Donc comprendre que, par exemple, on l'a vu avec la fête de Noël, il y a certaines personnes qui vont fêter Noël dans une optique religieuse. Il y a d'autres personnes qui vont fêter Noël comme un moment de réunion en famille, où on passe un moment en famille et sans forcément avoir de considération religieuse derrière. On a aussi une séance sur les pratiques alimentaires. C'est pour cela que je vous ai mis la carte vache sacrée, parce que ça aussi, c'est une ouverture sur une autre pratique alimentaire différente en fait que celle qu'on a l'habitude de côtoyer. En tout cas, moi, je parle de notre contexte ici. Peut-être que vos élèves sont plus familiers de ces pratiques-là. Mais en tout cas, nous, il y a un enjeu quand même à ouvrir les élèves à d'autres convictions et à d'autres pratiques, donc notamment celles les croyances et les pratiques qui entourent la notion de vache sacrée dans l'hindouisme, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est pour les séances sur la diversité interne. Et en fait, la programmation, elle s'articule avec ces deux grandes parties. Donc d'abord, acquérir les bases, savoir et croire, pluralité des convictions, et différencier nationalité, origine et convictions. Et ensuite, l'approfondissement, c'est déconstruire des représentations négatives de la laïcité, comme une série d'interdictions. En fait, on n'aurait pas le droit de pratiquer sa religion. Et ensuite, distinguer les savoirs scientifiques et historiques des croyances religieuses. Donc, par exemple, ça sera notamment sur la séance des personnages, où on a aussi la carte Adam et Ève, mais on va aussi travailler, par exemple, la carte Jésus. Donc, par exemple, pour le personnage de Jésus, on a des croyances historiques. C'est un homme qui a vécu dans son temps. Et en fait, il y a aussi des croyances à son sujet. Selon les chrétiens, il est aussi le Fils de Dieu et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Et voilà, ces séances sur le long temps, enfin sur le long terme, en fait, elles permettent aux élèves de se familiariser avec la diversité interne, avec vraiment des exemples concrets, à la fois issus de choses qu'ils peuvent connaître, de choses qu'ils peuvent avoir vécues, et pour que ce soit en fait compréhensible à leur niveau. Voilà. Donc là, je vous ai présenté globalement la programmation, les grands thèmes qu'on va pouvoir travailler au fil des 12 séances, en fait. Et là, ce que je vous propose, c'est de vous présenter réellement la séance Savoir et croire, qui fait vraiment le cœur de notre sujet et qui, d'ailleurs, renvoie à certains éléments dont évoquait M. Cadenne, de présenter, en fait, les éléments autour du religieux comme en fait des savoirs, des faits sociaux, parce qu'effectivement les religions, en fait, il y a toute une partie croyance quand la personne en fait se positionne en tant que croyante, mais il y a aussi la possibilité en fait de transmettre des choses, de transmettre des connaissances et des savoirs sur les religions. Et je vais vous présenter un petit peu la séance qui permet de séparer ces deux thèmes-là pour les rendre compréhensibles aux enfants. Donc, c'est un peu, voilà, ça c'est une carte mentale qu'on a réalisée avec une classe de CM2. Là, il n'y a pas si longtemps, au début du mois, j'ai commencé les 12 séances dans cette classe et on a fait la séance Savoir et croire. Donc, cette séance, elle s'articule autour de 6 affirmations qu'on propose aux élèves pour leur faire travailler plusieurs thèmes. Et au fur et à mesure, on note des éléments sur la carte mentale et ensuite on l'affiche dans la classe pour qu'on puisse y faire référence tout au long des séances par la suite. Donc, du côté du savoir, vous pouvez voir qu'on a, sur toute la partie tout à gauche, on a la partie sur les sciences, donc la construction du savoir scientifique. Donc, en science, pour faire une hypothèse, mais pour la tester, il faut ensuite faire une expérience scientifique. Et ça, vraiment, on questionne les enfants pour que ce soit eux qui nous disent, en fait, il faut pouvoir vérifier les choses à travers une expérience. Et pour que l'expérience scientifique soit admissible par la communauté scientifique, il faut qu'on puisse la refaire et il faut qu'on arrive toujours au même résultat. Parce que sinon, l'expérience ne sera plus valide et le savoir aura évolué, les choses auront changé. Donc ça, c'est les caractéristiques du savoir scientifique. Et en fait, on travaille ça avec eux en leur proposant une phrase autour de l'eau gèle en dessous de 0 degré. Comment est-ce que je fais pour le vérifier? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre un verre dans le congélateur et je le regarde. Et ils font le cycle de l'eau, en fait. Et du coup, ils sont tout à fait capables de nous donner ces éléments. Ensuite, on leur propose une phrase sur la construction des savoirs historiques. Donc, comment est-ce que je peux savoir qu'il s'est passé quelque chose avant que j'ai pu l'observer moi-même en étant témoin.
Donc là, en fait, on se base sur une phrase autour des Gaulois et des Romains, parce que bon, ça marche bien. Ils ont souvent fait ça en histoire juste avant, donc ça marche plutôt bien pour eux. Mais il est possible de changer cette phrase. On peut l'adapter à sa classe selon ce qu'on vient de faire en histoire. Donc, en fait, là, on travaille avec eux le fait, comment est-ce qu'on choisit nos sources, qui trouve des sources sûres, comment est-ce qu'on construit en fait le savoir historique. En fait, il nous faut des sources de plusieurs types. Il faut qu'elles soient nombreuses et il faut qu'elles soient concordantes. Donc, quand je mets au fond, il faut qu'elles racontent la même chose. C'est une manière plus simplifiée de dire concordante pour les enfants. Et eux, s'ils veulent aller observer ces sources-là, ils peuvent aller au musée ou alors peuvent devenir historiens ou archéologues pour aller les chercher eux-mêmes. Donc les savoirs, en fait, c'est des éléments qui vont pouvoir être partagés par tous parce que justement, il y a ces démarches scientifiques en histoire et en sciences dans la construction des savoirs. Et une fois qu'on a quelque chose qui disprouve ces processus-là, en fait, le savoir évolue. Donc ça, c'est la partie savoir. Et on travaille aussi la partie croire. Donc pour la partie croire, on va travailler notamment les questions, par exemple, une personne aime bien une autre personne. Donc ça, c'est une des phrases qu'on propose. Et là, en fait, on va travailler à la fois le fait d'avoir des avis différents. Différentes personnes peuvent avoir des avis sur le fait de si X aime bien Y, en fait, on ne va pas tous forcément avoir le même avis. Est-ce qu'on peut le vérifier en mesurant le sentiment d'aimer bien quelqu'un? Non, ce n'est pas possible de vérifier cela, mais pourtant, les sentiments et les interactions entre les personnes, ce sont des choses très importantes dans la vie courante, et pourtant, c'est impossible à vérifier que deux personnes s'aiment. Mais c'est un sentiment très fort qui a énormément d'importance dans notre vie. Donc ça relève de l'intime. On va le croire, peut-être, c'est possible, mais est-ce qu'on peut le vérifier de manière scientifique? Non, c'est pas possible. Donc, voilà. Et enfin, en fait, à travers tous ces éléments, on arrive à la dernière phrase qui traite de l'existence de Dieu. Donc la dernière phrase, c'est « Il y a un Dieu qui a créé le monde ». Et là, en fait, on redit bien aux enfants, le but, ce n'est pas de savoir si c'est vrai ou faux. Là, ce que je vous demande, c'est est-ce que c'est quelque chose qu'on peut savoir ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut croire et de justifier, en fait, leur réponse. Et là, en fait, vous voyez que j'ai des éléments au milieu aussi sur la carte mentale en haut. Et là, en fait, c'est des phrases qui peuvent sortir au fil de la séance. Et en fait, quand quelqu'un nous dit « moi, je suis sûre que Dieu existe » ou « je suis sûre que Dieu n'existe pas », en fait, on peut être sûr et que c'est important pour la personne et aussi, c'est polysémique. On peut aussi être sûr en disant je suis sûr que ce savoir scientifique est vrai, mais voilà, il faut quand même toujours distinguer les domaines du savoir et du croire sans pour autant les hiérarchiser. Et en fait, cette séance, elle sert à ça. Donc, en fait, on travaille aussi l'interprétation dans cette séance et en fait, il y aura forcément des interprétations différentes sur cette question de Dieu et des rapports différents à la question de Dieu parce que justement, c'est impossible à vérifier. Nous n'avons pas les outils scientifiques pour vérifier si Dieu existe ou si Dieu n'existe pas et donc, il y aura forcément une diversité des convictions. Et ça, en fait, on le travaille ici, vous voyez, dans le fond. Donc, il y a des personnes qui croient qu'il y a un Dieu, il y a des personnes qui pensent qu'il y a plusieurs dieux, et il y a des personnes qui pensent qu'il n'y a pas de Dieu. Et pour l'instant, on ne les nomme pas. Il arrive que dans la science, on les nomme. Là, ils n'avaient pas les termes, donc on a laissé un peu de suspense pour les séances suivantes où on allait découvrir les différentes convictions. En fait, cette séance, on l'a conclue justement en passant par ces différents courants, ces différentes convictions, en posant la question aux enfants, mais qu'est-ce qui, en France, nous permet d'avoir une conviction, de changer d'avis, de pouvoir en parler entre nous librement. Et là, on arrive au terme de laïcité. On travaille la liberté de conscience et la liberté de culte, la liberté de pouvoir choisir ce en quoi on croit et la liberté de pratiquer à sa manière. Voilà, qui sont tous les deux garantis par la laïcité. Donc ça, c'est un petit peu cette séance très rapidement. C'est dense, mais j'espère que j'ai été assez claire sur les enjeux. Donc là, je vous propose, ça c'était là. Donc ça, c'est vraiment la première séance. En fait, elle permet de dire aux enfants, je reviens sur la carte mentale pour que vous l'ayez en tête, que en fait, il est possible, ce n'est pas bête de croire, et ce n'est pas bête non plus de ne pas croire. Dans le sens où on ne va pas les juger sur leurs convictions et on ne va pas les faire changer d'avis.
on ne va pas chercher à les faire bouger sur leurs propres convictions. Par contre, on va en discuter et on va en discuter de manière neutre. Et ça, je vous présenterai le positionnement et les éléments qui permettent de faire vivre cette neutralité dans la classe ensuite. Là, ce que je vous propose, c'est de vous présenter quelques cartes pour que vous voyez un petit peu comment elles peuvent se construire. Donc, ça, c'est les cartes de la bonne définition. Je vous rappelle, c'est un petit peu le jeu du dictionnaire. Donc, ils ont le mot devant. Ça fait partie, c'est une carte qui fait partie de la thématique diversité des convictions. Donc, découvrir en fait la diversité des convictions. Et en fait, la carte agnostique, elle est intéressante à travailler parce qu'elle va permettre aux enfants d'incarner justement cette différence entre savoir et croire. Donc, la personne agnostique, elle dit nous n'avons pas les éléments qui nous permettent de vérifier l'existence ou l'inexistence de Dieu. Et donc, la personne agnostique ne se prononce pas. Elle reste entre les deux. Voilà. Et ça, on propose, en fait, toutes les cartes sont construites de la même manière. La première phrase ici, c'est la définition assez courte du mot qui est devant. Ensuite, là, on a choisi de développer. Et en fait, là, on a choisi de faire un travail sur l'étymologie du mot agnostique, qu'on met ensuite côte à côte avec les mots monothéisme, polythéisme, athée et agnostique. Et en fait, on travaille l'étymologie de ces mots. C'est un moyen mnémotechnique pour que les enfants puissent se souvenir des définitions de ces mots-là, parce qu'on va les réutiliser en fait au fil des séances pour caractériser différentes convictions. Et ensuite, il y a toujours un travail sur la déconstruction de certains préjugés qui peuvent exister, autour des mots qu'on traite. Et enfin, la dernière phrase, c'est toujours un travail sur la diversité interne. Donc, il existe différentes manières d'être agnostique, certaines personnes indifférentes aux religions, d'autres qui s'y intéressent. Voilà, ça c'est pour présenter, toujours on finit sur la diversité interne et ou la laïcité dans les cartes. Donc, en fait, ces éléments, ces connaissances qu'on apporte aux enfants sont toujours dans le but, en fait, d'arriver à illustrer en quoi la laïcité, c'est intéressant, en quoi, en fait, le fait d'avoir la liberté de conscience, justement, la liberté de culte, c'est intéressant pour les enfants. Ah oui, et je vous parlais aussi le fait de pouvoir adapter les cartes aux différents niveaux des élèves. Là, on propose 2 exemples de fausses définitions pour les aider dans le défi du dictionnaire. Donc, l'enjeu de la carte, ça peut être simplement de choisir les phrases dans le texte. Donc ça, c'est un exemple de défi du mot inconnu. Donc, pareil, construit de la même manière. La définition du mot qui est devant. Là, on développe la définition et toujours on finit sur la diversité des pratiques. Donc certains musulmans jeûnent et prient, d'autres réfléchissent à leur vie et d'autres aident les pauvres. Certains ne font rien de particulier. La laïcité permet justement de pratiquer sa religion à sa manière. Donc les enfants ont des éléments de compréhension d'où vient le ramadan, d'où vient le fait de jeûner, pourquoi est-ce que certaines personnes jeûnent. Et voilà, toujours à la fin, effectivement, il y a une majorité de personnes peut-être qui jeûnent, mais tout le monde, tous les musulmans ne pratiquent pas le ramadan de la même manière. Et voici certains cas de figure. Voilà. Et là, vous avez les cartes vrai-faux, les défis vrai-faux. Donc là, c'est un travail sur l'histoire de la laïcité. Cette carte, elle va être travaillée sur la séance de synthèse sur la laïcité et celle de Ramadan. Du coup, je ne vous ai pas mis dans l'ordre, mais celle de Ramadan juste avant, elle viendra plus tard dans la programmation, une fois qu'on aura travaillé d'autres éléments. Par exemple, on va travailler les livres, on va travailler les fêtes et les pratiques alimentaires, elles arrivent assez tard dans la programmation pour en fait permettre aux enfants d'arriver progressivement à ces éléments. Voilà. Donc là, vous avez les exemples de questions vrai-faux. Je vais vous les lire parce que je ne sais pas si c'est très visible. Alors, avant la Révolution française, tous les habitants du royaume avaient les mêmes droits. C'est faux. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est une étape de la construction de la laïcité. C'est vrai. Les écoles publiques sont devenues laïques. Cela veut dire qu'il n'y a plus de cours de religion. C'est vrai. Et là, on travaille sur la loi de 1905. Les organisations religieuses n'ont plus le droit de décider des lois. C'est vrai. La République devient athée. C'est faux. Aujourd'hui, toutes les lois qui sont votées doivent respecter le principe de laïcité. Et ça, c'est vrai. Voilà. Donc ça permet de travailler l'histoire de la laïcité avec les enfants de manière ludique. Donc, ce que je viens de vous présenter, ça peut paraître assez lourd.
En fait, pour vous rassurer un petit peu, je vous présente aussi le guide pédagogique. Donc ça accompagne le jeu et il est accessible, il est en libre d'accès sur notre site internet. Donc en fait, pour chaque séance, les enseignants, on leur propose le déroulé de la séance, des objectifs spécifiques de la séance qui sont liés en fait qui sont toujours liés en fait aux grandes thématiques dans lesquelles s'inscrivent les cartes. Vous avez aussi le déroulé de la séance et le passage des défis, dans quel ordre on passe les cartes, parce qu'en fait, on a réfléchi à un ordre spécifique pour les cartes, à la fois en termes de progression du savoir, dans le sens progression pédagogique du jeu, à quel mot on introduit à quel moment, et aussi qui permet en fait une entrée en matière douce pour les enfants. On ne va pas tout de suite commencer avec les cartes, par exemple, sur les livres, sans avoir fait la diversité des convictions en début de programmation. Voilà. À la fin de chaque séance, il y a aussi une synthèse. Donc, quels éléments tirés de la séance, quels éléments discutés en particulier avec les enfants suite au passage de ces cartes. Et vous avez aussi des rubriques si des élèves. Donc ça, c'est pour les questions courantes qui peuvent venir de la part des enfants lors de ces séances. Donc, si des élèves me disent ça, voilà des éléments de réponse, voilà des éléments de réflexion pour l'enseignant. Voilà, donc ils ont à la fois les connaissances sur les cartes et aussi en fait des éléments pour les aider dans les séances, dans le guide pédagogique. Voilà, donc c'est vraiment pensé pour être clé en main. Donc, vous vous doutez que pour que ces séances se passent bien, nous, ce qu'on propose en fait dans les formations, c'est certes la prise en main du jeu, mais c'est surtout et principalement en fait un positionnement qui permet en fait aux enseignants de mener bien et agréablement ces séances avec leurs élèves. Donc nous, on a on défend deux grands éléments de positionnement, la neutralité comme un levier pédagogique et la pédagogie du questionnement. Donc certes, les enseignants sont tenus à la neutralité, mais en fait, ce n'est pas une neutralité qui ferme les conversations, mais plutôt une neutralité qui va les ouvrir. Donc l'adulte ne se positionne pas, ne prend pas parti. Et donc, en fait, les enfants se sentent plus à même de s'exprimer lors des séances. Donc, c'est un levier pédagogique parce que ça permet à la fois à l'enseignant de se sentir légitime, il ne prend pas parti, il n'est pas expert du religieux, et donc, en fait, ça va ouvrir la discussion et ça va ouvrir une discussion apaisée. Ça va permettre aussi de créer un espace d'expression pour les élèves, donc ce qui participe en fait à l'apaisement autour de ces sujets. L'idéal, en fait, ce serait d'arriver à un stade où on peut parler du religieux comme on parlerait d'autres éléments en histoire, en mathématiques, en fait, comme un sujet de discussion comme un autre. Et en fait, cet espace apaisé, il est aussi permis par la pédagogie du questionnement. Donc, la neutralité, certes, l'adulte ne prend pas parti, mais en fait, il ouvre les discussions avec la pédagogie du questionnement qui permet en fait de faire plein de choses avec les enfants et de déconstruire plein de choses dans leur manière de parler et de s'exprimer autour du religieux. Donc, l'adulte, il met en place certains éléments de neutralité et à travers la pédagogie du questionnement, on cherche aussi à faire bouger les enfants sur leur manière de s'exprimer autour du religieux et notamment par exemple sur le genre d'échange qui peut avoir lieu entre enfants. En fait, tu n'as pas le droit de faire ça, non, c'est interdit de faire comme ça. Et là, en fait, c'est sur ces éléments-là qu'on va essayer de les faire bouger. Donc, sur la slide suivante, je vous préviens, elle est un petit peu longue, il y a beaucoup de texte. Mais en fait, je vous ai proposé un dialogue. Ah, non, c'est celle d'après, pardon. Donc, d'abord, les bases de la neutralité. Je pense que il n'y a rien de nouveau ici. Ça, c'est souvent des éléments en fait, qui sont déjà mis en place par les enseignants. Donc, on ne fait pas part de sa conviction aux élèves, qu'elle soit religieuse ou non religieuse. On ne donne pas son opinion sur les convictions. Donc, c'est le fait de ne pas prendre parti. Et cela, ça va aussi, ces éléments, ils sont vrais aussi, par exemple, pour les éléments politiques. Donc, c'est une neutralité qu'on peut mettre en place dans d'autres sphères aussi. On ne demande pas les convictions aux enfants, on ne leur demande pas de témoigner et on ne les assigne pas à une conviction réelle ou supposée. Donc ça, tout simplement pour ne pas mettre mal à l'aise les enfants et non plus pour ne pas les ériger en experts de leurs convictions. Donc c'est aussi ce qu'on cherche à éviter. Donc ça, c'est les bases que vous mettez déjà en place en fait.
Et là, c'est la slide avec un dialogue que je vais vous lire et on va regarder ensemble en fait les éléments de positionnement, notamment autour de justement cette pédagogie du questionnement qui va nous permettre d'avoir un échange apaisé autour de ces éléments, de ces sujets en fait avec les enfants. Donc, un enfant arrive et dit « Inès, ce n'est pas une vraie musulmane ». Alors, je vous préviens, je l'ai mis en langage enfant, mais voilà, ce n'est pas toujours très correct, mais c'est vraiment comme ça qu'il parle. Donc, ah bon, qu'est-ce qui te fait dire ça? Donc, en gras, c'est les réponses de l'adulte. Je l'ai vu manger des bonbons, pas halal, et nous, on mange halal, c'est obligé. C'est qui nous dans ta phrase? C'est les musulmans. Ah, d'accord. Donc, tous les musulmans mangent halal selon toi? Bah oui, c'est obligé. Moi, mes parents m'ont dit, on mange halal. D'accord. Donc, dans ta famille, on fait comme ça, mais est-ce que tu penses que toutes les familles musulmanes font pareil? Bah oui. Ah bon, c'est possible? Tu ne penses pas que certaines personnes pourraient pratiquer autrement? Ah, oui, peut-être, c'est possible. D'accord. Donc, peut-être que dans la famille d'Inès, ils font autrement. Ah oui, peut-être. Voilà, c'est un exemple d'échange qu'on peut avoir avec des enfants sur, là, j'ai choisi la diversité des pratiques parce que c'est des choses auxquelles moi, j'ai souvent été confrontée dans mes ateliers avec les enfants et qui illustrent en fait comment on peut en renvoyant des questions à l'enfant, à la fois rester neutre, on ne ferme pas la discussion, on ne lui dit pas non, non, on ne va pas parler de ça, parce qu'en fait, de cette manière-là, en fait, on ne fait pas bouger l'enfant. Là, on a quand même engagé un travail où on essaye de faire bouger l'enfant sur la diversité interne. D'accord, dans ta famille, tes parents, toi, ils veulent que tu manges halal. D'accord. Mais est-ce que tu penses que toutes les familles, est-ce que tu penses que tous les parents, est-ce que tu penses que tous les musulmans font pareil? Voilà. Et ça, en fait, c'est déjà une partie du travail qui est fait, un cheminement qui est fait avec l'enfant qui permet la réflexion. Donc, si je vous résume un petit peu ces éléments de positionnement autour de comment on parle en fait des faits religieux avec les enfants, on va toujours chercher à utiliser un vocabulaire descriptif et précis. Donc, lorsqu'on parle de croyances, on le signale. Là, vous avez vu qu'au fil de la présentation, quand j'ai parlé de certaines croyances, dire selon les croyances, dans les récits, d'après certains, donc d'après certains musulmans, d'après certains chrétiens, voilà, pour parler des récits religieux. On va remplacer le vocabulaire normatif sur la religion par un vocabulaire descriptif sur les personnes. Donc là, à aucun moment, je n'ai dit à l'enfant « Ah bon, c'est interdit de ne pas manger halal ». Voilà, donc on dit « Ah d'accord, il y a certaines personnes qui pratiquent comme ça, d'autres font autrement », mais on ne dit pas « c'est interdit, c'est obligé ». On va éviter ces expressions-là. Pour justement faire bouger les enfants sur leur emploi de ces expressions-là aussi. Parce que, et ça, on le travaille en fait avec eux, la laïcité, elle garantit la liberté à chacun de choisir sa manière de pratiquer. Donc, on va chercher vraiment, à travers la diversité interne, de faire en sorte à ce qu'ils arrêtent d'imposer leurs convictions aux autres. Je vais juste vérifier mon temps. OK. On ne formule pas de jugement de valeur avec les enfants. Bon, là, vous n'avez pas l'exemple dans le dialogue parce que vous ne pouvez pas tout mettre, mais on ne va pas dire d'accord, la personne ne pratique pas de telle manière et donc c'est un mauvais ou une mauvaise. Vous insérez la conviction que vous voulez. Et on va essayer de remplacer les énoncés religieux. Donc, par exemple, au lieu de dire les 5 piliers de l'islam, et ça, je suis bien consciente que c'est une expression qui peut être employée dans les manuels aussi, mais par exemple, nous, on va chercher à la transformer et on va dire 5 pratiques importantes pour beaucoup de musulmans. Voilà. Parce que tout simplement, en fait, certes, pour des musulmans, ces 5 pratiques-là sont centrales. Pour d'autres musulmans, ce sera d'autres pratiques. Bon, là, c'est vrai que j'ai parlé beaucoup des musulmans, mais c'est vrai aussi pour, par exemple, Jésus-Christ, ou dire juste le Christ, c'est une expression interne au christianisme. On va dire plutôt Jésus-Christ, Jésus dans les croyances chrétiennes. Voilà, on va le signaler à chaque fois. Et j'espère que ce dialogue, il a permis d'illustrer que, en fait, avec la pédagogie du questionnement, on va déconstruire certaines choses. Donc, on va déconstruire des stéréotypes et on va faire toujours préciser à l'élève de quel point de vue il ou elle parle. Donc, c'est pour ça que je pose la question, c'est qui nous dans ta phrase? En fait, nous, c'est pour cet élève-là, c'est les musulmans. D'accord. Donc, on va plutôt essayer de faire bouger les enfants et de leur faire parler, en fait, de « je », « moi, je pratique comme ça », dans ma famille, on fait comme ça. Voilà.
Et on replace toujours les propos des élèves comme des témoignages. Donc là, l'ouverture à ce dialogue, ça aurait pu être « Et vous, les autres, est-ce que vous pensez que tous les musulmans pratiquent de la même manière? Est-ce que vous avez d'autres exemples de pratiques alimentaires dans d'autres religions ?» Ça peut être ça, l'ouverture. Vous voyez, on replace le témoignage de l'élève comme un témoignage et non comme un énoncé sur sa conviction. Voilà. Donc, ces éléments de positionnement qui sont vraiment centraux à notre pédagogie, il y a un parcours qu'on a créé avec Être Prof, et c'est un parcours d'auto-formation. Alors, j'espère que ça va faire le lien. Donc ça, c'est un parcours que vous pouvez suivre gratuitement sur la plateforme Être Prof. Là, c'est une petite vidéo de présentation du parcours. Et en fait, ça permet à la fois de prendre en main le jeu Arbre à défi et de travailler cette neutralité pédagogique et cette pédagogie du questionnement. C'est des petits QCM, des petits quiz que vous pouvez… ça se fait en 2h30, 3 heures, selon la personne. Et si vous voulez prendre en main ce positionnement et vous entraîner, c'est un bon moyen de le faire. Voilà. Et ça, c'est accessible gratuitement sur notre site internet et sur la plateforme Être Prof. Donc là, je vais vous présenter aussi les autres outils, parce que j'ai passé beaucoup de temps sur l'arbre à défi, mais on propose aussi d'autres outils pour les enseignants et les éducateurs. Donc, on a un parcours numérique, Vincelou. Donc, c'est des petites vidéos. Peut-être qu'il y a beaucoup d'enseignants qui les utilisent pour d'autres matières. Par exemple, sur le rapport au corps, sur le harcèlement. Je sais qu'il y a plein de thèmes différents. Et nous, on a créé des Vincelou sur la laïcité. Donc, en fait, on en a, par exemple, sur la diversité des pratiques, sur savoir et croire, sur les différents symboles et la laïcité. Et en fait, ils font soit, ça peut être des supports de discussion en classe, sinon ils peuvent faire en fait d'excellentes synthèses aux thématiques qui sont travaillées dans le jeu. Après, c'est vrai que c'est peut-être pour un public un peu plus jeune que CM2, mais il m'est déjà arrivé en atelier de les montrer à des CM2 et c'était très content de les voir. Donc voilà, ça marche aussi. On a également des séances pour se lancer, donc soit pour la journée de la laïcité, sur Noël, sur les personnages et les fêtes, et sur nationalité, origine et conviction. Donc ça se base sur les thématiques et les objectifs pédagogiques de l'arbre à défi, mais c'est des séances plus courtes. Si vous voulez faire une séance ponctuelle, par exemple, pour la journée de la laïcité, voilà, c'est possible aussi. Et on a la séance Savoir et Croire, mais qui est adaptée en fait pour les CP, CE1 et CE2. Donc, c'est des objectifs qui sont adaptés, moindres, et ça se fait avec des étiquettes que les enfants vont pouvoir classer dans des colonnes. Et à partir d'une boîte de chocolat, est-ce que je peux savoir ou croire qu'il y a des chocolats dans la boîte? Et la surprise, il y a des bonnes dans la boîte. Donc, comment je fais pour vérifier si elle est bien du chocolat? Enfin, voilà, ça peut vous donner une petite idée de comment on peut se décliner cette séance pour d'autres cycles. Donc là, je vous mets mon adresse mail si vous voulez me contacter avec des questions soit sur les outils, soit pour avoir les liens vers les outils, ou alors des questions sur la mise en place de l'arbre à défi. Il ne faut surtout pas hésiter, ce sera avec grand plaisir que je répondrai à vos questions. Et notre site internet si vous voulez aller voir nos outils. Et je vous ai préparé une petite vidéo de séance en classe pour amorcer la discussion, parce que je me suis dit que ce serait intéressant. Donc, voilà. Et j'espère que vous allez pouvoir entendre. Alors, c'est un extrait de la séance Savoir et Croire. Donc, cet extrait aussi, enfin, cette vidéo aussi, vous la retrouverez dans le parcours Être Prof, pardon. C'est réalisé avec une enseignante lors de la séance Savoir et Croire avec sa classe. Et je vais dire… voilà, je suis désolée pour la vidéo. Je n'étais pas sûre si ça allait fonctionner, mais voilà, je vous propose, je prends avec plaisir vos questions. J'espère que ça vous aura intéressé. Je vous remercie pour votre attention pendant la présentation. Merci. Pour l'instant, dans le chat, on voit des remerciements, des pouces levés. C'est toujours agréable à prendre. Oui, je vous prends avec plaisir. Bonjour, Cécile Texier, je suis à la FSUS NUPP au secteur éducatif. On est en train de plancher sur les nouveaux programmes de MC. Oui. Et du coup, ça me semble assez incompatible avec votre approche, puisque c'est beaucoup sur l'apprentissage des règles, l'obéissance aux règles, etc.
ce qui me paraît très éloigné avec voilà, faire adhérer les enfants à la laïcité. Je ne sais pas comment on va pouvoir s'en sortir avec ces nouveaux programmes. Le fait, parce que votre programme, pardon, sur l'apprentissage des règles, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est axé sur les règles de la République, comment on les apprend, comment on les intègre. Après, dans les séances, on travaille aussi sur, notamment sur les cartes français lors des séances nationalité, origine, conviction. Quand on travaille sur les cartes de nationalité, là je vous ai mis l'exemple français dans la présentation, on travaille justement, qu'est-ce que ça permet en fait d'avoir une nationalité dans le pays, de voter, d'être élu. Donc c'est possible en faisant peut-être en faisant des ponts entre les éléments de l'intégrer de cette manière-là. Après, c'est une approche, c'est une proposition. J'entends que ce ne sera pas forcément compatible avec tous les programmes et tous les… Après, l'enseignement des faits religieux de manière transdisciplinaire est dans les programmes. Donc, voilà. Merci. Sarah, qui a levé la main, tu as la parole. Oui, j'avais juste une petite question, mais en même temps, merci beaucoup pour votre intervention, très enrichissante et intéressante. Mais en même temps, moi, en la regardant et en essayant de transposer cela à une classe ou à un public élève, que ce soit des jeunes ou des plus grands, cycle 2 ou cycle 3, je trouve, et je rebondis sur ce qu'a dit la dame de FSU, on sort du règlement, quoi. On sort de tout ce qui doit être un petit peu dans la neutralité, dans ce qu'a dit justement votre intervenant juste au préalable, le respect bien sûr du cadre collectif et des lois. Et puis, pour moi, c'est comme ça que je le vois, peut-être que je me trompe, mais l'école, c'est un sanctuaire. Et ce sanctuaire, justement, il doit faire place à un respect du vivre ensemble, tous ensemble. Et rentrer dans des considérations où je pourrais, pour ma part, je me dis, il faut les laisser aux parents et à la sphère privée. Est-ce que là, vous bifurquez pas, il n'y a pas une ligne délicate entre les deux? Alors, nous, non, pardon, vous avez fini? Oui. Non, mais c'est ça, oui. D'accord, oui, merci beaucoup pour votre question. Oui, alors, en fait, nous, dans le positionnement qu'on propose, c'est justement de cette manière-là, en fait, qu'on reste dans la neutralité. Donc, à aucun moment, on va chercher à faire changer les enfants de conviction. À aucun moment, on va chercher à faire changer leurs pratiques, dans le sens où nous, on défend le fait que ce soit les parents qui donnent l'éducation et l'éducation autour des convictions aux enfants, en fait. Et ça, c'est dit dans notre programmation. Et en fait, la neutralité est quelque chose qui nous semble central dans le sens où l'enseignant ne prend pas parti, ne donne pas son opinion sur les convictions, mais justement transmet des éléments de connaissance sur les différentes convictions pour présenter en fait la diversité des rapports aux croyances aux enfants, mais jamais en sortant de la neutralité. D'accord. Parce que dans les programmes, ce qui est bien, c'est qu'en présentant un petit peu les croyances, c'est établi dans un contexte, c'est-à-dire historique, dans des faits historiques et dans un contexte historique. Là, je trouve qu'il y a quand même une distanciation qui est établie, puisque c'est autour d'un événement ou d'un phénomène historique. Là, oui, faire des petites cartes et expliquer le ramadan, il faut quand même avoir une certaine connaissance, si je peux me permettre, parce que les parents, après, on risque de les avoir sur le dos et ça risque d'être un petit peu compliqué. Oui, vas-y. Excusez-moi, je suis avec ma collègue Sarah, je suis à côté d'elle. On est, nous, du Danemark, un pays dans lequel l'Église et l'État ne sont pas séparés. Et en l'occurrence, au Danemark, dans les programmes publics, il y a l'enseignement des religions qui s'explique justement du fait que l'État et la religion n'est pas séparés. Et là, j'ai l'impression qu'on rentre dans ce type d'enseignement, enseignement des religions systématique. Et moi, je me sens très, très mal à l'aise, pas du tout équipée, ça c'est sûr, mais vraiment mal à l'aise de rentrer dans des détails aussi précis sur les pratiques possibles, sur le fait de systématiser cet enseignement. Moi, en fait, ça me choque un petit peu. Je suis désolée, c'est un peu fort comme mot, mais autant répondre à des questions qui viennent des enfants ponctuellement, très bien, mais proposer ça comme enseignement systématique, ça me dérange. Je suis assez surprise
Et j'ai un petit peu même l'impression que ça va, pas complètement contre, mais à l'encontre en tout cas de ce qu'on a entendu avant. Le fait que ce soit systématisé et aussi précis sur les pratiques aussi. Parce qu'en plus, on ne pourra pas balayer toutes les pratiques, donc forcément, on va en oublier. Et enfin voilà, je suis désolée, mais ça me perturbe un petit peu. Mais peut-être que c'est parce qu'on vient aussi du lieu là, du Danemark, dans lequel c'est comme ça et dans lequel on ne se retrouvait pas forcément. Mais là, moi, je n'avais pas compris que l'État français, dans les programmes français, on nous demandait de faire ça. C'est quelque chose qui me surprend énormément. Voilà, merci. Merci beaucoup. Peut-être si je peux répondre en essayant de combiner mes deux réponses. Alors, effectivement, ce que vous dites sur le fait d'avoir en fait une distanciation par rapport à l'enseignement des faits religieux quand ils sont traités, par exemple, en histoire. Je reprends ce que vous voulez dire. Là, la distanciation qu'on met, en fait, c'est la distanciation du jeu. Donc, ça permet en fait d'avoir un cadre pour en parler. Et effectivement, l'enseignement ne sera pas systématique. On propose des éléments de connaissance aux enfants et aussi des clés de compréhension du monde. Et en fait, nous, d'expérience, en fait, on a beaucoup de questions des enfants sur les pratiques, les différentes fêtes, aux différents moments. Après, les enseignants, s'il arrive en fait que des enseignants prennent en main le jeu en piochant certaines cartes lors des fêtes. Ils ne mettent pas en place les 12 séances de la programmation. Si vous sentez que c'est trop lourd pour votre classe, ou vous ne voulez pas rentrer dans autant de détails, en fait, quand ils travaillent, par exemple, le baptême de Clovis en histoire, il y a une carte sur le baptême. Les enfants posent la question, qu'est-ce que c'est que le baptême? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente? On pioche la carte baptême. L'enseignant a des connaissances précises sur le baptême sans aller trop dans les détails parce que en fait les cartes elles restent assez générales quand même sur les connaissances. Donc effectivement il y a des connaissances, c'est un support de discussion, c'est pas la programmation des 12 séances. Après nous pour travailler quand même la connaissance, effectivement nous on trouve ça intéressant en fait de travailler les différentes convictions, les différentes pratiques pour faire comprendre en fait la diversité aux enfants et travailler cette notion de vivre ensemble. Donc, il y a des personnes qui pratiquent autrement, il y a des personnes qui croient autrement. On ne sera pas forcément d'accord sur quoi on croit, mais on peut continuer à discuter et on peut continuer à rester amis en fait, entre enfants, même si on n'est pas d'accord. Donc, nous, c'est un petit peu ça qu'on cherche à travailler aussi avec les 12 séances de la programmation, mais ça peut être aussi un outil d'auto-formation en fait, pour les enseignants, pour avoir des éléments de connaissance sur les différentes pratiques pour pouvoir répondre aux enfants. Voilà, donc j'espère que… Oui, non, merci. Mais juste par exemple, je rebondis rapidement et laisser place aux autres collègues. L'exemple de Inès, le petit dialogue que vous nous avez, est-ce que c'est vrai que des petites choses comme ça ou des réflexions, on peut les entendre entre les élèves ou on peut être interpellé, c'est une réalité. Mais est-ce qu'on peut aussi juste dire, écoute, elle a le droit de manger ce qu'elle veut, toi tu manges halal, elle ne mange pas halal ou elle mange halal, qu'elle soit musulmane ou pas, elle mange ce qu'elle veut et toi tu manges ce que tu veux. Et on doit respecter cela, sans forcément rentrer dans le côté un peu particulier ou privé, enfin je ne sais pas. Ah oui, bien sûr, c'est une option. Que l'enseignant réponde, écoute, Inès est libre de faire comme elle le souhaite. Oui, très bien. Par contre, est-ce que là, on aura fait… C'est ça, en fait, je pense que c'est là où nous, on défend en fait, le fait d'aller plus loin. C'est, en fait, est-ce qu'en ayant cet échange-là, l'adulte a fait le travail de faire cheminer l'enfant ? Après, c'est un choix aussi. Donc, peut-être que là, l'adulte n'a pas le temps, ne veut pas faire ce cheminement-là avec l'enfant à cet instant-là. Donc, en fait, le fait de dire Inès mange et pratique comme elle veut, le travail est fait, bien sûr. Mais là, nous, c'est là où on cherche à faire bouger les enfants. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des exemples où des enfants essayent justement d'imposer leur manière de faire, de croire, de pratiquer à d'autres enfants. Et c'est là, en fait, où on fait le cheminement. Après, par exemple, l'exemple qui a été donné lors de l'intervention de M. Cadem avec l'enfant qui est venu et qui a dit regarde, Auguste, il ne croit pas en Dieu. Oui. Et tous les autres enfants qui se mettent à dire mais si, il existe, mais si. Là, en fait, c'est hyper intéressant de poser des questions.
ah bon, et tu penses que c'est possible qu'il y ait des personnes qui ne croient pas en Dieu? Est-ce que vous savez comment on appelle ces personnes-là? C'est des athées, on leur apprend le mot, on sait que ça existe. Et là, en fait, on se rend compte que le questionnement, il est hyper important. Et en fait, si on avait fait ce questionnement-là en classe lors des séances, peut-être que cet échange-là n'aurait pas eu lieu parce que les enfants, ils auraient déjà été conscients en fait de la diversité des convictions qui existent. Et en fait, cet échange-là, qui a pu être assez violent en fait pour le petit Auguste, n'aurait pas eu lieu dans la cour. C'est ça aussi qu'on travaille. C'est en fait proposer un cadre pour en discuter, pour que justement ces discussions, ces interpellations entre enfants soient réduites en fait et trouvent un espace d'expression dans la classe où l'enseignant en fait peut apporter des connaissances, peut apporter une réponse et une réflexion construite en fait autour justement de cette distinction savoir et croire et sur la diversité des convictions pour permettre aux enfants de s'exprimer en amont de ces interpellations dans la cour. Voilà. Merci, Très Aura. bien, merci. Merci, pardon. Denis, tu as levé la main, tu as la parole. Alors, juste avant, on est en train de dépasser le créneau horaire et donc il y a Denis qui avait une question et Julien. Oui, Alors, Julien. soit votre question a déjà été abordée partiellement et vous l'abandonnez, soit vous posez une question très précise avec tant pis pour la réponse courte et le débat se suivra grâce au mail que vous avez partagé hors là. Merci. Non, très bien. Je veux juste te dire que pour moi, on n'a pas intérêt à aller trop loin dans la. On n'a pas intérêt à aller trop loin dans le débat, là, comme vous l'évoquez. Si on veut parler que de laïcité, si on aura déjà gagné, si on arrive à convaincre les enfants que la liberté de conscience, c'est quelque chose de fondamental. Après, moi, je ne rentrerai pas dans les détails de savoir qu'est-ce que c'est qu'un bon musulman, un mauvais musulman, parce que là, on va vraiment… Votre dialogue, l'exemple du dialogue que vous proposez, se termine par… une adhésion de la petite Inès à ce que l'enseignant propose. Je peux vous assurer que vu ce qu'on met dans la tête des enfants, j'ai des CE2 ici au Caire, ce qu'on met dans la tête des enfants, que ce soit les petits musulmans ou les petits coptes, je peux vous dire que c'est pas facile de les convaincre qu'il y a des pratiques à l'intérieur de chacune des religions qui peuvent être un peu libertaires. C'est quelque chose que je n'oserais même pas aborder. Mais dans le cadre de la laïcité, de l'enseignement de la laïcité, de ce que c'est la laïcité, ça me paraît bien de proposer les différentes religions, dire que ça existe sans aller plus loin, sans porter aucun jugement de valeur sur les religions entre elles et à l'intérieur d'une religion. Merci beaucoup pour votre intervention. Oui, j'entends ce que vous voulez dire, dans le sens, là, je vous ai proposé un dialogue où ça va assez vite. Effectivement, tous les échanges ne sont pas comme cela. Et là, c'est un exemple pour illustrer un petit peu quel genre de questions on peut poser aux enfants. Après, bien sûr, le cheminement parfois se fait au fil des séances. Donc, il y a des enfants, après avoir fait la séance Savoir et Croire, c'est brusquant pour eux, ils ne sont pas encore convaincus. Après, nous, on estime que ce n'est pas en un échange, ce n'est pas avec 3 questions posées à un enfant qu'on va le faire bouger sur ces questions-là. Mais en fait, c'est quelque chose qui va se faire sur le temps long. Et c'est pour ça qu'on propose les 12 séances. Après, j'entends ce que vous voulez dire sur le fait de ne pas rentrer dans les détails. Déjà, de présenter en fait, la diversité des convictions, c'est intéressant. Mais en fait, encore une fois, on rentre dans les détails pour illustrer la laïcité pour les enfants. Parce qu'en fait, parler de liberté de conscience, sans expliquer ce qu'il y a derrière, sans expliquer qu'il y a des personnes qui croient et qui pratiquent différemment, en fait, c'est difficile à comprendre ensuite. Et nous, ce qu'on cherche à donner, c'est des exemples concrets. Et en fait, en posant des questions, on se rend compte que les enfants ont forcément des exemples concrets dans leur vie quotidienne aussi. Ils connaissent d'autres personnes de la même religion qui pratiquent autrement. Et en fait, de les faire cheminer petit à petit avec cela. Après, bien sûr, c'est une proposition et j'entends que peut-être elle ne sera pas adaptée ou qu'elle ne conviendra pas à tous vos groupes et toutes vos classes. Mais voilà, c'est un outil qui existe et qui peut être intéressant pour vous de vous saisir en auto-formation ou petit à petit en piochant une carte. Voilà. J'espère que ce sera quand même quelque chose auquel vous pourrez vous référer peut-être dans le futur.
Denis confirme par un pouce levé. Oui, j'ai vu. Julien, s'il te plaît, ta question avant qu'on libère Orla. Non, merci, c'est bon. Ah. Denis a posé, voilà, je rejoignais Denis et merci Orla. Merci beaucoup. N'hésitez pas par mail, ce sera avec grand plaisir que je répondrai à d'autres questions. Et Auguste va très bien. En tout cas, merci beaucoup Orla pour ta présence et Merci. ton aide. Je pense que les collègues s'associent à nous pour vous remercier. Et puis à une prochaine fois peut-être. Merci et bonne journée en tout cas. Merci beaucoup. Bonne journée à vous tous.